Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est une nouvelle saison et j'espère que vous allez embarquer pendant les mois à venir avec nous. On a plein de belles surprises pour vous pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, à l'émission, on va discuter de bien-être et de créativité. On va essayer de voir quel est le lien qui se trouve entre ces deux affaires-là. On va aussi parler avec le directeur général de la Farfo. Avec lui, il sera question des besoins des aînés francophones de l'Ontario. Et tout de suite, pour commencer, on parle des activités du Musée des Beaux-Arts. Et avec moi, José Brittany, que j'ai pas vu depuis 2 ans en vrai. On se voyait en virtuel. Plaisir de t'avoir en studio et tu viens avec de belles nouvelles. On va aller tout de suite en allant avec la première exposition que tu veux nous présenter. C'est Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art. Qu'est-ce que c'est comme exposition? Oui, ben d'abord, c'est un plaisir partagé. Très heureuse de te retrouver en studio, Andrea. Alors, oui, c'est une belle exposition qui vient de s'ouvrir au musée et qui est à l'affiche jusqu'au 26 février 2023. C'est une exposition qui réunit 75 œuvres par 30 artistes canadiens et internationaux. Des œuvres qui mettent en représentation le corps, comme l'ont fait plusieurs artistes. Donc, c'est le mouvement, on parle de mouvement à la fois la représentativité du corps, les rapprochements, les éloignements, mais aussi le mouvement au niveau politique. Oui. Et puis, donc, aussi les contraintes du corps. Alors, c'est vraiment, c'est une exposition dont les œuvres approchent le corps sous différentes perspectives. Et puis, on s'en parlait un peu avant l'émission, toi et moi, on se disait, les photographes et les artistes de notre ère, là, je pense que la créativité est comme à son summum, parce que je vois des choses, on a vu quelques images tantôt, là, c'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que vous présentez au Musée des Beaux-Arts? Dans cette exposition-là, et tu as tout à fait raison, dans cette exposition-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité de médiums. On retrouve la photographie, de la vidéo, mais aussi de la peinture et puis de la sculpture. Et les artistes ont créé, c'est des œuvres qui datent allant du 17e siècle à aujourd'hui. Alors, c'est vraiment... On couvre plusieurs périodes. Et donc, par exemple, tu mentionnais l'œuvre de Kent Monkman. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. C'est une vidéo très rythmée d'un artiste contemporain autochtone qui écrit et qui est en fait une satire de la fascination qu'ont les Allemands pour certains, je ne veux pas dire de façon générale, mais certaines communautés allemandes, dont des cinéastes, sur les peuples des Premières Nations de l'Amérique du Nord. Okay. Alors, c'est une œuvre qui ouvre en quelque sorte l'exposition. On entre et on a envie de danser parce que voilà, on voit une image à l'écran en ce moment et c'est très, très rythmé. Et d'ailleurs, l'artiste invite le spectateur à danser au rythme de la musique entraînante de cette vidéo qui dure une dizaine de minutes. Je suis allée même voir sur le site web du Musée des Beaux-Arts, lorsqu'on parle, l'onglet où est-ce qu'on parle de cet artiste-là, j'ai vu qu'il parlait aussi de la colonisation, de sexualité, enfin plusieurs thématiques en même temps. Et puis je me dis, pour faire ce genre de choix-là, vu qu'il y a plusieurs artistes qui sont représentés, c'est qui les fait, ces choix-là? En fait, c'était une exposition pour laquelle plusieurs de nos conservateurs ont été impliqués, donc des départements d'art autochtone, d'art contemporain et d'art européen. Et ensemble, ce sont toutes des femmes, Andrea
Cunard, qui est conservatrice principale de la photographie au musée, Wasson Theocross, qui est conservatrice associée de l'art autochtone historique, et puis Josée Drouin-Brisebois, qui auparavant était conservatrice principale de l'art contemporain, mais qui depuis récemment est gestionnaire principal du rayonnement national du musée. Mais ensemble, et puis aussi avec d'autres commissaires, elles ont sélectionné des œuvres qui représentent le mouvement de toutes ces collections du musée et pour les mettre en dialogue. Donc, on retrouve dans des œuvres, on retrouve des danseuses, des chorégraphes, mais aussi des artistes qui se sont inspirés de moments de l'histoire pour créer des œuvres qui sont à la fois touchantes, prenantes, inspirantes et qui nous font réfléchir. Il y a de la beauté, mais il y a aussi des œuvres qui font davantage réfléchir. Je vais te garder avec moi. On va prendre une petite pause et avant cette pause-là, j'aimerais inviter les gens à visiter le www.beauxarts.ca pour avoir accès à l'exposition intitulée « Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art ». On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous annoncer que Nathan parle, édition estivale, est de retour en direct de la place Marion Dewar. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des activités du Musée des Beaux-Arts avec moi, Josée Brittany-Mallet. Et on parlait avant la pause de l'exposition intitulée Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art. Tu nous as dit de belles choses là-dessus et en fait, c'est pas tout. Tu me disais qu'il y avait des activités en rapport avec cette exposition-là. Oui, alors à ne pas manquer. Ce jeudi 22 septembre à 17h, c'est l'ouverture officielle de l'exposition, mais aussi d'une autre exposition qui est tout aussi inspirante et magnifique, celle des lauréats du prix Nouvelle Génération de photographes. Mais ce jeudi, donc, ça se passe dans le Grand Hall Banque Scotia au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ça débute à 17h avec de la musique par DJ Olivia Johnston, qui est aussi une artiste photographe d'Ottawa. Et donc, il va y avoir c'est de la musique entraînante. On invite les gens à venir danser dans le Grand Hall. Ensuite, ça va se poursuivre à 17h30 par un mot de bienvenue de la directrice générale par intérim, Angela Cassie, et de la commissaire principale de l'exposition, Andrea Cunard. Et ça va être suivi d'un spectacle de danse extrêmement entraînant de l'artiste Just AC. Et c'est de la danse Bum Boots. Bum Boots? Oui, et ça vient de l'Afrique du Sud. Alors, c'est une danse qui inspire beaucoup la joie de vivre. Okay. Alors ça, je vous invite là, en grand nombre à venir. Et puis, c'est une soirée
aussi qui va être diffusé en direct sur Zoom. Okay. Alors, les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent assister donc à la première partie de l'événement en ligne sur Zoom en s'inscrivant dès maintenant sur notre page web à beauxarts.ca dans la page de l'exposition. Il y a une petite fenêtre là, sur laquelle on clique pour s'inscrire. Okay. Voilà. Question pour toi pour ce jeudi. Habituellement, au musée, les jeudis, c'est gratuit. Oui. Alors, est-ce que ça sera gratuit la soirée? Absolument. Okay. C'est gratuit à partir de 17h jusqu'à 20h et ça, tous les jeudis. Alors, ça vaut le déplacement. Et puisqu'on parle d'activité, je voudrais rapidement mentionner que le 27 octobre à 18h30 à l'auditorium du musée, mais aussi en direct sur Zoom, un entretien entre Andrea Cunard et l'artiste canadien d'origine qui est originellement du Kenya, Brandon Fernandez, dont on présente une série de photographies magnifiques dans l'exposition L'expressivité du corps dans l'art. Est-ce que c'est ça qu'on voit à l'écran en ce moment, à la photo? Ça, c'est une de très belles photographies de Lisette, de l'artiste Lisette Model, et qui représente donc une artiste, une danseuse noire à New York dans les années 40. Mais celle dont je parle, c'est une œuvre ce sont des œuvres photographiques qui ont été réalisées récemment et qui ont été acquises aussi, qui ont fait leur entrée dans la collection du musée récemment. Et c'est intéressant parce que Brandon Fernandez, originellement, c'est un danseur de ballet classique. Okay. Et ces photographies représentent des masques rituels d'Afrique de l'Ouest qu'il a mis en dialogue avec un danseur et puis une danseuse de ballet classique. Comme ils ont porté des masques? Non, en fait, ils entrent en dialogue en mouvement. Wow, par la danse. Okay. Ce sont des photographies absolument sublimes et donc qui marient. Donc, le ballet classique, c'était en fait une forme de danse qui était réservée au tout début à la royauté, aux nobles. Donc, oui, alors c'est une œuvre, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est une œuvre magistrale qui est aussi récente et qui vient de faire son entrée également dans la collection du musée. C'est une œuvre de l'Allemande Silke Otto Knapp qui s'intitule Empilement et qui s'inspire des mouvements des danseurs, des chorégraphes et surtout, entre autres, par exemple, de Martha Graham et Yvonne Renner, qui sont deux chorégraphes de l'avant-garde qui sont aussi représentés dans l'exposition, dont notamment Yvonne Renner dans l'œuvre photographique de Adam Pendleton, qui s'intitule Just Back from Los Angeles, A Portrait of Yvonne Rainer. Et c'est l'artiste lui-même, Adam Pendleton, qui est dans un café à New York avec Yvonne Rainer, qui est maintenant âgée, qui est une octogénaire, mais qui danse encore, qui est toujours dans le mouvement. Et c'est très poignant parce qu'il lui fait lire... c'est une vidéo dans laquelle on les voit en dialogue et il lui fait lire des textes très puissants de, par exemple, Malcolm X ou encore Stokely Carmichael, qui était, en fait, pendant qu'elle dansait dans les années 50, dans les années 60, eux, à ce moment-là, étaient très actifs pour la libération, de révolution, pour le mouvement pour la liberté des Noirs aux États-Unis. Donc, c'est une œuvre très poignante. J'imagine. Oui, écoute, il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Là, on voudrait parler aussi d'une deuxième exposition que les gens vont devoir voir. Oui. C'est une exposition qui met en vedette 3 artistes qui ont remporté le prix Nouvelle Génération de photographes. Oui, c'est la 5e édition. C'est un concours, en fait, c'est un prix. On rentre dans la saison des prix au Musée des Beaux-Arts du Canada, je dois le mentionner. À l'automne, on a plusieurs prix. Le prix Sobey pour les arts qui revient. Mais le prix Nouvelle Génération de photographes, c'est un prix qui a été créé par le Musée des Beaux-Arts du Canada en collaboration, en partenariat avec Banque Scotia pour donner de l'élan aux jeunes artistes de 35 ans et moins qui travaillent avec la caméra, avec l'appareil photo. Alors, cette année, les 3 artistes qui donc se sont mérités chacun une bourse de 10 000 $.
et dont les œuvres maintenant sont exposées jusqu'au 19 décembre au musée sont Seamus Gallagher, Marissa Krianguiwat-Holmes et Clara Lacasse. Là, je veux dire, j'aime beaucoup les choix que vous avez pris. Je ne sais pas comment ça s'est fait là, mais ils viennent d'un peu partout au Canada. C'est pas seulement des gens d'Ottawa, de notre région. Effectivement, c'est un concours qui s'adresse à tous les artistes canadiens d'un océan à l'autre. La façon dont ils sont, il y a un comité, un jury. Donc, on reçoit les candidatures et c'est un jury donc qui va procéder à la sélection. Et ce jury est présidé par Andrea Cunard, qui est conservatrice principale de la photographie au musée et qui est aussi la commissaire de cette belle exposition qui met en vedette les œuvres de ces trois artistes qui touchent qui s'intéressent à différents propos. Par exemple, Seamus Gallagher, qui est un artiste non-binaire. Avec son travail, il explore sa propre identité d'artiste queer à travers la photographie. Il va nous rester une minute. Oui, alors, Marissa Holmes, elle, explore le rapport que nous avons avec les médias sociaux. Et puis, Clara Lacasse, ses photographies sont magnifiques. Ce sont des photographies qu'elle a réalisées dans le Biodôme de Montréal alors qu'il était en rénovation. Wow. Beaucoup de choses à découvrir. Et puis moi, j'ai pu voir quelques images de ça sur le site web. On va inviter les gens à prendre les billets en même temps pour aller visiter les différentes expositions dont on vient de parler avec José Brittany. Et pour faire ça, c'est simple, www.beauxarts.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera avec le directeur général de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur les activités de la Farfo avec son directeur général, M. Michel Tremblay, qui nous rejoint en virtuel pour cette fois. Et Michel, j'aimerais, puisque c'est notre rentrée aussi ici à Entre nous, qu'on rappelle un peu le mandat de la Farfo pour les aînés francophones de l'Ontario. Bien, bonjour. La Farfo, c'est la Fédération des aînés retraités francophones. Et c'est pour devenir l'organisme porte-parole. On est l'organisme porte-parole pour les francophones, d'une part auprès du gouvernement et d'autre part pour défendre les droits des aînés francophones ici à l'Ontario. Et puis, en vrai, pour le faire, vous le faites super bien parce que je pense que il faudrait qu'on le mentionne, le livre blanc sur le vieillissement, c'est quelque chose qui vous sert de feuille de route pour pouvoir apporter les différentes thématiques ou les différents problèmes que les aînés francophones rencontrent dans la région. Et la première des choses que j'ai envie qu'on discute, c'est ce sondage dont vous m'avez parlé, que vous avez fait durant le mois d'avril. Oui, c'est un sondage qu'on a fait avant les élections. On voulait aller
durant la campagne électorale, être en mesure de dire aux candidats et candidates ce que les aînés voulaient, ce que les aînés voyaient comme problématique. Et on a envoyé un sondage à partir des médias sociaux, sur notre site web, et on a 310 personnes qui ont répondu au sondage, c'est beaucoup, et ils nous ont mentionné les principaux enjeux. Le premier, c'est les gens de rester chez eux le plus longtemps possible, avec des services de soutien, des services des soins à domicile quand ils en ont besoin. On nous a aussi dit qu'on va avoir des options pour l'hébergement, des hébergements abordables. Et aussi, on veut améliorer les services à domicile, l'accès aux services. L'autre point qui a été mentionné, je dirais mur à mur, c'est des services en français. Ça prend des services en français. C'est très inégal à travers la province. Aussi, c'est pas constant. Même à Ottawa, dans l'endroit où il y a beaucoup de fournisseurs de services, c'est pas toujours constant qu'on va avoir un personnel bilingue ou francophone qui vient chez nous. Il y a quelque chose que j'aimerais... je vais faire une pause ici pour le mentionner. On a l'impression que c'est un acquis, en fait, pour les francophones, surtout dans le domaine de la santé, d'avoir quelqu'un à qui parler directement quand on a quelque chose et qu'on arrive à l'hôpital, de parler en français. Mais de plus en plus, oui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas du travail qui a été fait. Il y a du travail qui a été fait, qui continue d'être fait, mais il y a encore des failles. Et moi, je me demande comment on fait pour pallier à ce problème-là. Il faut dire qu'on a un système à domicile qui date de plus de 50 ans, qui n'a jamais eu de véritables réformes. Donc, c'est un système qui est décousu. Il y a beaucoup de fournisseurs de services. Il y a des organismes à certains endroits qui sont désignés. Il y a des organismes francophones également, mais c'est pas partout. Puis, il y a beaucoup d'organismes aussi qui ne sont pas désignés puis qui n'offrent pas de façon systématique des services en français. Avec la pénurie de ressources humaines, c'est pire, parce que là, il manque des employés bilingues. Donc, on va nous envoyer des gens à domicile qui sont anglophones. Ou aussi, quand on téléphone dans ces organismes, on va te servir en français s'il y a une personne disponible. Mais c'est complexe. C'est très complexe. Et puis, on a des centres de santé communautaires, on a des centres des organismes francophones. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un système par et pour. On l'a obtenu avec les écoles, on l'a obtenu avec les conseils scolaires. On a de plus en plus d'établissements francophones au niveau du postsecondaire. En santé, il y a beaucoup de communautés où on a des centres de santé communautaires francophones qui ont été créés, comme dans l'Estrie, dans le nord de l'Ontario. Il y en a également à Toronto, à Hamilton. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce réseau de centres de santé communautaires et de l'étendre à toute la province pour que les francophones aient des services de santé primaire d'une part et aussi des services à domicile. Et puis équitable. Il y a un autre point que vous avez mentionné que je trouve intéressant et j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est le personnel. De plus en plus, là, il en manque. Et puis, je pense que c'est dans ce contexte-là que ce serait important d'avoir toujours pour les personnes aînées, les personnes accompagnantes, les personnes aidantes. Parce que ces personnes-là sont capables de dire, OK, non, nous, on est venus, on a vraiment besoin d'être servis en français. Parce qu'une personne aînée, elle seule qui part en consultation avec une voiture d'OC Transport ne sera pas à même de pouvoir se défendre, je le dis en griffe, quand elle arrive dans les milieux hospitaliers. Oui, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent de démence. Et quand on envoie un préposé qui change tous les 2-3 jours à domicile, ça rend encore plus confus. Et surtout, si la personne ne parle pas français, c'est encore pire. Ça, c'est un des grands enjeux aussi. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont à domicile avec des soins sont souvent des personnes vulnérables. Oui. Et il y a aussi une crainte quand le travailleur change continuellement. Il faut répéter à chaque fois notre histoire, répéter à chaque fois nos besoins. Donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir personne que de changer continuellement. J'imagine. C'est normal parce que quand vous parlez de démence aussi, peut-être que moi, je vais m'habituer à travailler avec une telle et puis dans 2-3 jours, on me dit finalement, non, je ne peux plus la voir, c'est une autre personne. Ça peut créer un dysfonctionnement dans mes habitudes journalières. Oui.
Autre chose qu'on pourrait discuter, je veux avoir juste votre opinion là-dessus, on ne fait pas de politique. Le gouvernement avait mentionné, surtout pour les lits dans les hôpitaux, qu'ils avaient pour objectif d'avoir 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée dans la province d'ici 2028. Je pense que ça commence à se faire, mais je ne sais pas votre opinion là-dessus. Oui, c'est commencé. D'ailleurs, il y a eu des annonces qui ont été faites il y a 2-3 ans pour des lits de soins de longue durée. Mais il faut savoir que ça prend du temps à construire. C'est des processus qui peuvent durer 2 à 3 ans. Donc, d'obtenir tous les lits disponibles, là, ça va prendre du temps. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est qu'on a une pénurie de lits francophones en Ontario. Il nous en manque. On en a dans certaines régions. On a des établissements francophones, des établissements bilingues, mais on a beaucoup de régions de la province encore où il n'y a pas nécessairement des lits de soins de longue durée. Puis, tout récemment, il y a une loi qui a passé très, très vite, une loi qui n'a pas eu de consultation publique, qui modifiait le consentement pour déménager des gens qui sont dans les hôpitaux avec un besoin d'autres niveaux de soins et non pas de soins hospitaliers, pour être transférés sans nécessairement leur consentement vers un établissement qui n'est pas nécessairement l'établissement de leur choix. Donc, cette loi-là, le problème que nous, on voit, c'est est-ce qu'on va envoyer des gens, comme dans le sud de l'Ontario, c'est 70 km de la maison, ou les envoyer dans un environnement anglophone. Il y a déjà une pénurie de lits de services en français. Je sais que le gouvernement a aussi dit qu'il veut faire en sorte que les francophones vont aller, si possible, dans les établissements francophones ou bilingues, mais est-ce que, comme il n'y en a pas suffisamment, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que s'ils restent à l'hôpital doit leur charger 400 $ par jour. Wow, OK. Donc, c'est des gros enjeux pour les personnes. Écoutez, on va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de vos activités et surtout de toutes les causes que vous défendez du côté de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue toujours ma discussion avec le directeur général de la Farfo, M. Michel Tremblay. Et avant la pause, on parlait des enjeux de la loi numéro 7 qui enlève le consentement aux personnes pour les personnes aînées dans le cas de figure, pour les sortir de l'hôpital. Et puis, vous essayez d'attirer notre attention là-dessus parce qu'apparemment, c'est passé en sourdine. Oui, ça a passé très vite, comme on disait. Puis on a annoncé les règlements la semaine dernière, dans lequel on a mentionné la question du 70 km dans le sud de l'Ontario, 150 km dans le nord pour déplacer les gens.
aussi pour le coût de 400 $ par jour que les hôpitaux vont devoir charger. Donc, ça a passé très vite et c'est en vigueur à partir de mercredi cette semaine. OK. Alors, moi, j'aimerais savoir, avec la FARFO, vous travaillez sur beaucoup de choses en même temps. Est-ce que les collaborations avec d'autres organismes de la région, ça vous aide à avancer plus rapidement? Oui, on travaille en partenariat avec plusieurs organismes, entre autres sur les questions de santé. On travaille avec les entités, ou ici dans la région, c'est le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Donc, on travaille avec les 6 entités sur le dossier des lits francophones, sur le dossier des soins à domicile en français. Donc, ça, c'est une action qu'on fait conjointement. On travaille aussi avec beaucoup d'autres organismes, des centres de vie active, des organismes comme Retraite en action pour notre programmation virtuelle. On a une programmation tous les jours. On a des activités sociales, des activités d'information, de formation, des ateliers. Donc, on le fait par l'entremise de notre fournisseur de services, qui est Retraite en action. On travaille aussi avec beaucoup d'organismes comme présentement, on est en train de créer un réseau francophone pour la prévention de la maltraitance et on le fait avec l'organisme qui s'appelle Prévention de la maltraitance envers les aînés de l'Ontario. C'est un organisme anglophone, mais ils ont embauché une conseillère bilingue francophone qui habite à Ottawa d'ailleurs. Et avec cet organisme-là, on a travaillé à la création de ce réseau. Et on va avoir aussi des ateliers qui vont avoir lieu pour aider à la prévention de la maltraitance envers les aînés. Donc, il y en avait des réseaux un peu partout en Ontario, mais c'était tous des réseaux anglophones. Donc là, maintenant, on a un réseau francophone. Alors, quand la collaboration sera peaufinée, est-ce que nous, on pourrait avoir plus d'informations par rapport à ça, sur la prévention de la maltraitance, quand vous aurez terminé avec les autres? Okay. Oui, on aimerait en savoir. On aimerait en savoir davantage. Ça pourrait être une thématique, oui. On aimerait en savoir davantage. Autre chose que moi, j'aimerais qu'on discute, oui, il y a des problématiques sur lesquelles vous travaillez vraiment de manière très, très poussée. Les dossiers avancent et puis on espère qu'on n'aura que des résultats positifs. J'aimerais qu'on voit aussi le côté de la FARFO qui est vivant. Et en parlant de ça, je vais parler de la série Vivre Plus. Hier, j'étais scotchée sur votre site web là, à regarder quelques de vos émissions. C'est tellement le fun de faire ça pour les personnes aînées. La série Vivre Plus, ça comprend d'abord un magazine qui sort à tous les mois. Ça comprend également les Connect Vivre Plus, qui est notre programmation virtuelle. Et aussi, on a eu pendant un bout de temps la série Vivre Plus, qui est au niveau de l'émission du matin. Donc, on a fait ça, mais notre financement a cessé. Donc, ça coûte très cher faire de la télévision. On a réalisé ça. Donc, là, on a fait une demande de financement pour travailler par l'entremise de radio communautaire. C'est une approche un peu différente. Donc, on espère que le gouvernement de l'Ontario va nous approuver notre projet. Et à ce moment-là, on va travailler avec les radios communautaires pour faire des clips, pour passer des messages et ensuite être invité peut-être pour des entrevues. Donc, c'est un peu le travail que l'on veut faire. Notre objectif, c'est de rejoindre le plus possible les gens. Ouais. Puis, ce qu'on s'est rendu compte avec la télévision par Internet, c'est qu'on reçoit les gens qui ont l'accès à l'Internet, mais c'est pas partout en Ontario qu'il y a de la haute vitesse. Il y a des endroits où on avait de la misère à rejoindre les gens. Alors, on a pensé que la radio pourrait être un médium où est-ce qu'on va rejoindre plus les gens à ce moment-là. Fait que c'est ça qui est notre objectif, finalement. C'est de rejoindre le plus de gens possible pour les informer, pour qu'ils sachent ce qui se passe un peu partout dans la province. Parfait. Radio, télé, là, je pense que les deux sont gagnants-gagnants pour vous autres pouvoir rejoindre le maximum d'aînés francophones dans la région. Autre chose aussi, c'est vos différentes activités. Et je ne sais pas s'il y a encore de la disponibilité, mais je sais que vous avez une activité aujourd'hui à 14h qui s'intitule l'ABC des plantes vertes avec Mélanie Grégoire. Et puis, je pense que les gens peuvent aller sur le site web pour s'inscrire.
Oui, ils peuvent y aller, ils peuvent s'inscrire. Il y a toujours de la place dans nos activités. La plupart des activités n'ont pas de maximum, donc les gens peuvent venir s'inscrire pour participer. Puis on encourage les gens à le faire. Une autre activité qu'on a, que je voudrais mentionner, c'est qu'on a toutes les 2 semaines, le mardi après-midi, on a une activité qui s'appelle Au-delà de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est pour rejoindre les communautés LGBTQ à travers la province et avoir un endroit où on peut échanger, dialoguer, discuter. Et c'est pas seulement, on n'est pas ouvert seulement aux personnes LGBTQ, mais aussi aux alliés, à des personnes qui veulent s'informer, qui veulent rencontrer, comprendre. Donc, c'est ça. On est ouvert à tous. Et c'est vrai parce que les différentes activités que vous proposez pour le mois de septembre, là, c'est pas seulement pour les personnes aînées. J'en ai vu quelques-unes là, qui pourraient, moi, m'intéresser. Donc, on va dire que c'est ouvert à tout le monde, comme vous venez de le mentionner. Merci beaucoup, M. Tremblay, et on se revoit dans 4 semaines. D'accord. Au revoir. Alors, juste pour vous mentionner, chaque lundi, pour cette nouvelle saison, chaque lundi, on va recevoir un organisme qui défend les droits des personnes aînées francophones de l'Ontario, dont la Farfo. Donc, dans 4 semaines, on va revoir quelqu'un de la Farfo, mais le lundi prochain, ça sera un autre organisme qui défend les droits des personnes aînées francophones. Nous, on va prendre une pause, mais avant cette pause-là, j'aimerais, avant de l'oublier, mentionner le site web de la Farfo, c'est le www.farfo.ca. Et maintenant, on va aller à la pause et juste après la pause, on va parler de comment allier créativité et bien-être avec Sonia Sophie Courdeau. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de comment allier créativité et bien-être avec Sonia Sophie Courdeau, experte en bien-être créatif. Sonia, je suis impatiente de parler avec toi, beaucoup de choses à discuter, mais tout d'abord, j'aimerais savoir ton titre. Ça veut dire quoi, experte en bien-être créatif? Ça vient même pas de moi, en fait. Okay. En fait, c'est que j'avais mon club d'écriture pour la 2e année de janvier à juin. Puis, il y a une femme, en fait, qui faisait partie du club d'écriture qui a dit « Tu contribues vraiment à mon bien-être créatif ». C'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit « Ben oui, c'est vraiment ça » parce que j'ai toujours eu un souci du bien-être et de l'écriture. Pour moi, les deux vont ensemble. On écrit parce qu'on aime ça, mais aussi parce que ça nous fait du bien. Pour beaucoup de gens, c'est un moyen d'expression. Ça nous permet de libérer les émotions. Ça nous permet aussi d'intégrer notre vécu en même temps qu'on l'écrit. Donc, pour moi, ça allait de soi. Là, c'est vraiment ça qui me définit le plus, je trouve, dans mes interactions avec mes clientes, avec les auteurs aussi que je côtoie. C'est devenu mon point de convergence de toutes mes activités. Tu as commencé à écrire à quel âge?
Je me souviens pas. Peut-être plus jeune? Je pense que j'étais probablement en première année. Du moment que j'ai su comment écrire, j'écrivais des histoires. Je me souviens, j'écrivais des histoires pour mon frère, ma sœur, des histoires juste pour partager. J'avais juste vraiment le goût d'être dans mon imaginaire. C'est là où je me sentais le mieux. En sécurité. C'était mon refuge. Oui, exactement. Puis on dirait qu'il n'y avait aucune limite. C'est ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait aucune restriction. Je pouvais me faire plaisir en m'inventant des histoires. C'est comme ça aussi, je m'endormais le soir souvent parce que j'avais de la misère à tomber endormie. J'ai toujours été une personne qui dort pas beaucoup. Donc le soir, c'était mes histoires-là qui me divertissaient. Ouais. Nous, on s'est rencontrés, je veux le dire, on s'est rencontrés via une amie en commun. Et ensuite, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux et je te l'ai dit avant le show, pendant qu'on avait notre petite discussion. J'admire chez toi ton authenticité. Parce que tu n'es pas seulement authentique avec les personnes que tu côtoies, mais sur les réseaux sociaux. Et on sait que les réseaux sociaux, souvent, ça ne pardonne pas. Donc, je me demande comment tu arrives à être si toi sur les réseaux sociaux. C'est une bonne question. Mon Dieu, je pense que ça m'a pris vraiment du temps. Ça a été fait par étapes parce que, tu sais, on va se dire, j'avais pas beaucoup de place pour m'exprimer comme j'étais quand j'étais jeune, puis je pense que ça a passé beaucoup par l'écriture. Puis peu à peu, je me suis dévoilée, mais par écrit. Parce que par la voix, c'était trop difficile pour moi. J'avais vraiment la peur d'être jugée, d'être mis peut-être dans une boîte, dans une catégorie. Puis, peu à peu, en fait, au fur et à mesure que je me suis fait inviter sur scène, à lire des textes et tout ça, c'est comme si ça fait éclater mon cocon. Tu sais, je me sentais très en sécurité, moi, avec ma petite feuille, mon stylo. Et maintenant, il fallait... Exactement. C'est sortir de ce cocon-là pour devenir papillon. Puis m'exposer à un plus grand nombre de gens. Puis quand j'étais sur scène, j'avais les genoux qui tremblaient, j'avais les larmes qui menaçaient d'éclater. Puis là, tu m'as dit que peut-être que tu allais couler des larmes. J'ai des mouchoirs pour toi au cas où. Oui, c'est pour ça que j'ai pas mis de mascara non plus, parce que moi, quand je parle avec passion, mes yeux coulent naturellement. Ça arrive souvent quand j'anime des ateliers aussi, parce que je connecte avec profondeur avec les gens. J'aime les conversations vraies. J'ai toujours été comme ça. Puis, dans le fond, je ne pourrais pas faire autrement. Je pense que, pour moi, je suis consciente du fait que c'est risqué de se présenter. Ah oui. Surtout dans les réseaux sociaux, parce que tout le monde a accès à ça maintenant. Ouais. Puis, mais je trouve que c'est aussi quand on touche à notre vulnérabilité qu'on peut aussi toucher les gens. Puis souvent, je dis des choses que les gens n'osent pas dire tout haut. Puis là, ils me confient en secret par Messenger ou par courriel. « Oh, wow, ça me parle beaucoup. » Moi aussi, je passe à travers ça. Puis c'est de là que naît la connexion et l'authenticité à deux. Puis c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Définitivement, là, je me dis que tu as une force... Tu as une force intérieure là, que beaucoup n'auraient pas, parce qu'il y a un texte, je me souviens, il y a quelques mois de ça, qui parlait des relations amoureuses que toutes les femmes peuvent avoir, et puis comment ça peut souvent, je vais dire, créer un malaise intérieur, même d'y penser. Et puis je t'ai dit que c'est quelque chose qui m'avait touchée, et tu m'as confié que plusieurs femmes même sont allées, on va dire en secret, en inbox, en message privé, pour te confier que ça les avait touchées aussi. Et à chaque fois qu'une femme vient te dire, écoute, ton texte là, il m'a fait du bien, ton texte là, il m'a guéri. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Ça me fait juste vraiment du bien. En fait, je sais pas s'il y a un mot, mais... parce que moi, je fais juste être moi. La décision de l'autre m'appartient pas. Donc, je peux pas dire que j'ai changé la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a peut-être pris conscience en prenant contact avec moi ou mon écriture, qui a fait un changement dans sa vie à elle. Tu sais, j'ai confiance au pouvoir décisionnel de chaque personne. Ça fait que ça, je laisse entre les mains des autres, mais ça me fait du bien de voir que peut-être à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Puis les possibilités, moi, c'est ça qui m'excite le plus. C'est comme, OK, j'ai semé un grain, il y a peut-être une fleur qui a poussé, il y a peut-être juste une tige qui est en train de pousser, mais il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger qui va faire que cette personne-là se sent plus heureuse dans sa vie, plus épanouie. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'emballe le plus, c'est de voir les gens en train de prendre leur vie en main, puis
créer une vie qui leur ressemble. Donc, au-delà de la page, tu sais, de l'écriture, vraiment de les voir s'épanouir dans les autres sphères. Ça débloque des affaires. Oui. Oui, exactement. Toi, tu sèmes une graine, on va dire, dans la vie des femmes que tu accompagnes, mais toi aussi, il y a quelqu'un qui a semé une graine dans ta vie. Ouais. On parle de l'auteur Sark. Comment tu l'as rencontré? Comment tu es tombée sur son bouquin? Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est une belle histoire, en fait. Sark, c'est une auteure, elle vient des États-Unis, je pense qu'elle habite en Californie. Oui. Très colorée, très intuitive, authentique. Ses livres sont... c'est ça, c'est des éclats de couleurs. Oui. Puis c'est mon amie Sylvie, en fait, qui m'avait donné ce livre-là, juste avant que j'emménage à Ottawa. Wild Succulent Woman. Oui, Wild Succulent Woman. Puis c'est vraiment, comme ça parle, c'est quoi être femme? Puis en fait, elle se dévoile beaucoup dans ce qu'elle écrit, ses histoires, des abus sexuels qu'elle a vécu malheureusement. Elle parle de cellulite, des réalités des femmes dont on n'ose pas toujours discuter en groupe ou dans la société en général. Puis moi, ça m'a vraiment fait sentir comme j'étais moins seule. C'est ce qu'elle m'a légué, en fait, c'est que, en partageant nos histoires, en osant partager nos histoires, on aide d'autres personnes. Exactement, on brise l'isolement. Puis, c'est ce qui a fait naître ma mission, en fait. C'est là que j'ai eu un genre d'épiphanie, puis j'avais jamais vécu ça avant. Mais en lisant son livre, je me suis mis à trembler. C'était vraiment une expérience corporelle. J'ai eu des larmes, j'avais chaud. Puis là, j'ai juste compris tout à coup que je suis sur cette terre-ci pour réunir des femmes autour de la créativité, pour faire une différence dans leur vie, pour les amener à se sentir moins seules. Puis, j'avais aucune idée comment j'allais faire ça. Honnêtement, je me disais, wow, OK, c'est bien beau la vision, mais concrètement, on commence où? Puis, je me souviens, j'ai appelé mon amie Sylvie pour lui dire, OK, Sylvie, je sais pourquoi je suis ici. Puis, c'était clair comme ça. Puis ça me fait peur parce que c'était grand. Puis concrètement, je savais pas par où commencer. Puis je me dis que quand on a une vision aussi grande, il y a toujours des petits épisodes dans nos vies qui vont nous aligner vers qu'est-ce qu'on est censé faire. Bon, toi, je sais que tu es auteur à la base, tu écrivais, comme tu l'as dit, depuis que tu étais plus jeune. Donc, quand tu as reçu ce livre, que tu as eu ton épiphanie, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois rendue aujourd'hui même à être experte en bien-être créatif? Il y a eu beaucoup de détours, mais comme tu dis, il y a eu des événements qui m'ont ramené, on dirait, sur le chemin où j'ai reconnu la résonance avec ce rêve-là, avec cette mission-là. En fait, j'ai commencé par fréquenter un petit peu plus le monde de l'entrepreneuriat parce qu'on me dit apparemment qu'il fallait que je sois entrepreneur pour fonder une mission comme ça. Puis, je me suis dit, OK, je vais commencer par là. J'ai acheté des livres. Sylvie, d'ailleurs, m'a acheté mon premier livre. Coucou à l'amie Sylvie. Oui, exactement. Elle a joué un gros rôle, elle aussi. Puis, donc, c'est ça, tu sais, j'ai commencé à faire des lectures, à assister à des conférences. J'ai rencontré des conférenciers. J'en connaissais pas beaucoup non plus au Québec, qui étaient en entrepreneuriat, encore moins en Ontario français. Donc, j'ai commencé par là. Ensuite, en fait, une belle pépite que j'ai eue, c'est quand j'enseignais le français langue seconde à des femmes immigrantes un peu partout dans le monde. Juste le fait d'avoir été en contact avec ce beau groupe-là où la complicité naissait entre elles, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là, juste ça, c'était une toute petite pépite, puis j'étais comme, OK, ça, c'est aligné. L'enseignement du français, peut-être moins, mais le contexte, les amitiés qui naissent, il y avait quelque chose de très convivial. Je me sentais bien dans cet espace-là. Donc, j'étais comme, OK, ça, c'est quelque chose à retenir. Tu sais, je sais que je veux œuvrer auprès des femmes. J'adore ce que tu dis. Ce climat-là de respect, d'échange, de partage d'histoire. Ça a été une petite pépite qui s'est présentée dans mon parcours. Mon Dieu, par après, c'est sûr que je me suis lancée dans l'art-thérapie. J'ai fait un micro-programme en art-thérapie parce que moi, ça faisait partie de mon cheminement de guérison aussi, de m'exprimer par les arts. Puis, à un point, mes malaises physiques étaient comme trop intenses, physiques et émotionnels étaient trop intenses pour que je puisse les exprimer par les mots. Donc, je me suis tournée vers la peinture. C'était des formes, des couleurs et tout ça, puis ça me mettait vraiment en contact avec mon monde intérieur.
Puis c'est là, en fait, que j'ai vu le pouvoir transformateur de l'art sous toutes ses formes. Moi, j'avais surtout exploré l'écriture. Là, c'était les arts visuels. En fait, j'avais fait beaucoup de dessins aussi quand j'étais jeune. Donc, je revenais un peu à ça. À l'essence même, oui. Oui. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi pas aller un petit peu plus loin puis étudier le rôle de l'écriture dans la guérison post-traumatique. C'est ce que j'ai fait à la maîtrise à l'Université d'Ottawa. Très intéressant comme sujet, fascinant. Je me suis reconnue aussi dans des recherches que j'ai lues, j'en avais des frissons. Puis c'est là aussi que j'ai voulu encore plus aider les femmes. Je me suis dit, je pense que les femmes ont besoin aussi d'un accompagnement qui va les mettre en contact non seulement avec leur intérieur, mais leur corps aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer le corps dans le processus de guérison post-traumatique par l'écriture? Donc, c'est de là qu'est né un peu mon modèle d'intervention. Je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas intervenante. Mais oui, justement, je m'inspire de ce modèle-là pour offrir des ateliers d'écriture. Comme quoi, toutes les expériences peuvent apporter à quelque chose. Parce que je me suis toujours dit que tu avais juste eu le goût d'accompagner des femmes. Fait que tu as envoyé un courriel sur un message sur les réseaux sociaux. Tu as créé ton groupe, mais non, c'est parce que tu as vécu une expérience en tant que professeur de langue française que tu as compris que tu devais accompagner des femmes incroyables. Et quand tu parles de démarche intuitive, parce que c'est ça que tu enseignes aux femmes avec lesquelles tu travailles, qu'est-ce que tu entends par ça? Oui, c'est un terme qui peut des fois, on l'interprète différemment. Oui, comme l'intuition, pour moi, ça réside dans le corps. Donc, c'est un peu comme dire écrire avec le corps, écrire avec ce qui est présent. Moi, je fonctionne beaucoup avec ce qui est présent dans le moment. Donc, quand j'anime une série d'ateliers, il n'y a pas de thème prescrit, c'est vraiment, on y va avec l'énergie du moment. Comme la semaine dernière, j'ai animé un premier atelier de bien-être pour un centre de santé mentale. Puis, je me présente, j'avais aucun plan. En fait, j'ai ma structure qui reste la même. Je laisse ça ici, alors. J'avais ma structure qui reste la même. Mais en même temps, je ne sais pas avec quelle énergie les gens vont arriver. Ouais, donc, pour être à leur service, je pense, selon moi, c'est la meilleure manière de faire, c'est vraiment d'être à l'écoute. Puis, donc, on fait un tour de caméra, les gens parlent de ce qu'ils vivent actuellement. Puis, moi, je fais une méditation guidée inspirée de cette énergie-là. Donc, c'est comme une visualisation où je les amène dans leur corps, leur respiration et leur imaginaire embarque aussi. Puis, il y a souvent des belles découvertes, des prises de conscience qui émergent au fil de l'écriture parce qu'après ça, ils écrivent, mais de façon libre. L'écriture automatique. T'es bonne, là. Alors, quelque chose que je veux pas qu'on oublie de mentionner parce qu'il nous reste quelque chose comme 4 minutes. Dis-moi, c'est quoi les groupes? On a parlé des accompagnements que tu fais, mais est-ce que tu pourrais spécifier parce que je sais que tu as 2 gros groupes d'accompagnement. Oui, c'est ça. Oui, en ce moment, j'ai le Mastermind. Ça, c'est pour les femmes qui veulent réaliser un premier projet d'écriture, donc écrire un premier livre. Puis ça, c'est beaucoup plus autonome comme formule. C'est pour les femmes qui n'ont pas besoin d'un step-by-step. C'est vraiment pas étape par étape. C'est que chaque mardi... Je enlève une pression, là. Merci. Oui. Pour moi aussi. Oui, parce que c'est vraiment ça. Le but, c'est de bâtir un écosystème créatif qui va favoriser la réalisation de leur projet. Donc, on se rencontre chaque mardi. On a des pomodoro, donc c'est comme une session d'écriture de 50 minutes où on se donne une intention d'écriture et on fait un petit bilan à la fin. Et à la fin de chaque mois, le mardi toujours, on se rencontre pour parler de nos défis, de nos progrès, de ce qu'on a l'intention de faire le mois prochain. Donc, tu sais, c'est vraiment une communauté de soutien à l'écriture. Puis ça, c'est jusqu'à juin. Donc, je vais aussi réouvrir les inscriptions pour la session d'hiver, printemps. Là, pour l'instant, on est 4. Donc, c'est une belle petite communauté serrée où on peut vraiment aller en profondeur, ce qui est vraiment le fun. Puis mon autre groupe, c'est le Club des Inspirés. D'inspirés, oui. Je dis Inspirés parce que c'est zen, c'est inspirant. Et là, qu'est-ce que vous faites dans ce groupe-là? Dans ce groupe-là, c'est un peu plus c'est un peu plus serré comme accompagnement, je dirais. Mais le but, c'est vraiment de renouer avec le plaisir d'écrire. Donc, à la base, c'est ça, c'est que je propose des exercices, des défis créatifs qui vont amener les femmes à prendre confiance en leur voix, mais aussi à progresser. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que les femmes, souvent, vont découvrir d'autres facettes de leur plume et d'elles-mêmes, exactement. Puis on se met à parler de n'importe quoi de la vie, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est pas strictement l'écriture, c'est... souvent, il y a des commentaires sociaux vraiment intéressants dans les textes. En fait, on vient juste de terminer un recueil des textes que les inspirés ont produits de janvier à juin. Ouais, il reste tout juste la préface à réviser, là, ça s'en vient, on boucle le projet, qui va être soumis à un éditeur aussi. Puis ça faisait même pas partie, en fait, du parcours. J'allais juste donner ça comme cadeau de fin de parcours aux femmes, mais la qualité littéraire des textes était telle qu'on pouvait pas faire autrement. On a décidé d'en faire un projet de publication. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner le site web sur lequel, parce que je sais qu'il y a le Facebook, mais il y a aussi le site web sur lequel les femmes peuvent aller s'inscrire pour ces deux programmes-là? Oui, en fait, tout est sur mon site internet, soniasophicourdeau.com. Tout simplement. Oui, tout simplement. Alors, il nous reste 30 secondes. J'ai envie de te demander quelque chose. Oui. La créativité pour toi, est-ce que ça vient facilement? Pas toujours. Si je crée l'espace pour la créativité, oui. Si tu crées de l'espace pour la créativité, oui. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on va clore l'émission ensemble. Et pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir rapport avec notre belle Sonia Sophie Courdeau, ça sera au www.soniasophicourdeau.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats du quartier Rideau-Vanier à partager leur programme électoral. La campagne locale, débat Rideau-Vanier, ce soir 18h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé notre experte en bien-être créatif, Sonia Sophie Courdeau, avec moi. Et là, on voulait annoncer la bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Tu animes un atelier jusqu'à décembre, il me semble, qui s'intitule « Libère ta voix » en collaboration avec Santé mentale Québec. Oui, exactement. C'est une première collaboration avec un centre de santé mentale. En fait, une série d'ateliers à laquelle les gens peuvent s'inscrire. Oui, il y en a 6 en tout. On a commencé la semaine dernière. C'est à chaque 2 jeudis. Donc, on se rencontre, puis on écrit ensemble et on échange. Est-ce que tu pourrais rappeler tes médias sociaux, s'il te plaît, parce qu'il va nous rester 30 secondes. Oui, parfait. Oui. Donc, mon groupe incarne ta puissance créatrice. J'essaie de faire ça. Incarne ta puissance créatrice. Donc, ça, c'est mon groupe Facebook que les gens peuvent joindre. Merci beaucoup, Sonia. Écoute, tu as guéri mon cœur aussi, on va dire ça comme ça. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à te visiter sur ton site web www.soniasophicourdeau.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se retrouve demain à partir de 11h. On aura Gisèle Nantais. On aura aussi Linda Leclerc qui va vous annoncer officiellement sa nouvelle émission qui sera diffusée sur les ondes de TV Rogers. À demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.